Joliba Morning News. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Morning de Joliba TV News. La cérémonie officielle de lancement et la dédicace du livre Vendre le sable dans le Sahara a eu lieu le vendredi dernier. L'auteur du livre est Daraja Aïdara, la présidente de l'association humanitaire Al-Barka. Aruna Saliakone revient sur la cérémonie. Vendre le sable dans le Sahara, c'est le titre évocateur du livre autobiographique de Daraja Aïdara, une jeune dame engagée pour la cause des démunis, la cause humanitaire. Le livre retrace son parcours décennal dans l'action humanitaire au Mali. Alors, ce premier ouvrage est une autobiographie sur mes 10 années d'engagement dans l'humanitaire au Mali. Et voilà, c'est pourquoi j'ai rédigé ce livre pour retracer et résumer ces 10 années de constance, de persévérance. On a eu à impacter pas mal de vies. Donc, c'est ce qui est résumé dans ce livre, d'où ce titre « Vendre le sable dans le Sahara ». C'était un ministre de l'action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés heureux qui a pris la parole. Pour l'imam Oumarou Diarra, l'engagement philanthropique de Daraja a une récompense à la fois humaine et divine. L'humanitaire, c'est ceux-là qui traversent les déserts, les mers, qui surmontent les montagnes pour faire vivre les orphelins, les veuves, les démunis. Et ils ont 2 récompenses. Le désir d'avoir donné satisfaction à ses semblables et la récompense divine pour ceux qui sont croyants. À son âge, si elle est dans ce domaine, moi je reste convaincu qu'il y aura encore de beaux jours devant elle. Le ministre a réitéré le soutien du gouvernement aux actions de Daraja et a promis de remettre un exemplaire de son livre au président Assimi Goïta. Donc c'est pour vous dire une fois de plus, vous avez le grand soutien des plus hautes autorités de la transition. Et un livre, Inch'Allah, je la transmettrai main à main au président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Courage Daraj. Le combat de Daraja est noble et doit inspirer la jeunesse. La noblesse duquel combat a encouragé des connaissances, des amis de l'auteur à faire le déplacement. Et les éloges n'ont pas manqué à son endroit. Et ton engagement, ta détermination, ton sacrifice, et tu sais qui je suis, moi je sais qui tu es, et tu as le soutien, et tu auras le soutien de ce Abdou Kola et de son entourage. La réalité, comme le titre du livre dit, si on doit vendre le sable dans le désert, tout le monde sait que personne ne va acheter. Elle croyait dès au départ que c'était difficile, mais elle s'est battue pour relever des défis. Moi, je pense que c'est à encourager. En Afrique, partout, elle est l'icône. Je la remercie pour dire que tout travail bien fait a un résultat. Moi, Daraja, elle me donne l'espoir. Elle me donne l'espoir parce que ce sera de voir dans notre génération, en tout cas des femmes ou des filles de son âge, qui ont un engagement indéfectible à défendre des visions et des objectifs. Et je pense qu'elle constitue, ou bien elle doit constituer une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes. Vraiment, je pense que c'est un modèle qui peut inspirer sa génération et comme elle l'a dit, même des générations un peu plus âgées. Je voudrais en tout cas l'encourager à continuer dans ce sens. Le coup d'essai est un coup de maître, puisque les retours des lecteurs sont positifs, ce qui donne de nouvelles et bonnes perspectives à l'auteur. Pour le moment, le retour qu'on a des premiers lecteurs sont bons. Nous avons de bons retours et les gens se sentent inspirés par les écrits. Et voilà ce qui m'inspire déjà à faire le prochain ouvrage. D'ores et déjà, l'auteur envisage des voyages à l'international pour présenter son premier ouvrage. Bientôt, j'entamerai une tournée internationale aux États-Unis, en France, dans le Moyen-Orient, en Afrique, pour présenter cet ouvrage à la diaspora malienne ils ont été mon premier soutien dans cette aventure humanitaire au Mali. Daraja a pris l'engagement que les bénéfices de la vente de ses livres seront dédiés à la réhabilitation des salles de classe en milieu rural. Le 6 août 2021, la Cour a renvoyé le recours de la dissolution du Conseil national de transition au 2 septembre 2021.
Plus de détails avec Sirandouba. Le délibéré de la Cour suprême sur le recours du mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques M5-RFP pour la dissolution du Conseil national de transition CNT a été renvoyé au 2 septembre prochain selon des sources proches de la haute juridiction. Pour rappel, c'est par le décret numéro 2020-0239 PTRM du 3 décembre 2020 avait fixé la liste nominative des membres du Conseil national de transition que les populations avaient pris connaissance de l'identité des 121 personnes appelées à exercer la fonction législative durant les 18 mois de la transition. Et la publication de la liste des 121 membres avait suscité la colère d'une partie de la classe politique, de la société civile et des fêtières de la presse. Le M5-RFP ne s'était pas limité à des dénonciations comme les autres. Il avait déposé auprès de la Cour suprême une demande de dissolution car le mouvement jugeait le CNT en l'état illégal et illégitime. C'est pourquoi il a demandé la dissolution pour le rassemblement par un organe plus respectueux de la loi et plus légitime. Dans le cadre des opérations de réassurance et de l'appui aux forces armées maliennes FAMA, la force Barkhane a assuré du 25 au 26 juillet dernier le transport de 427 soldats maliens pour leur permettre d'effectuer des relèves sur différents postes dans le Gourma. Il s'agit d'une manœuvre inédite depuis la reprise de la coopération avec les FAMA. Plusieurs dizaines de soldats maliens ont ainsi embarqué dans des avions de type Casa ou Hercule C-137 afin de quitter les bases, dans lesquelles ils étaient présents depuis 2 ans pour certains, ou de rejoindre leur nouvelle base. Cette manœuvre qui permet aux FAMA de se déplacer rapidement est la preuve d'une coopération solide entre les alliés dans un même combat contre les groupes terroristes. En plus de ces déplacements par voie aérienne, la force Barkhane a effectué une quinzaine d'heures de vol d'avions de chasse, dédiés en particulier à la protection des convois et à la réassurance des camps des FAMA. De nos jours, les téléphones sont utilisés par la majeure partie de la population malienne. Une utilisation abusive qui a tendance à jouer souvent sur nos relations sociales, suivant le reportage d'Issa Sissé. À peine réveillée de son lit, Patty jette d'abord un coup d'œil sur son téléphone avant de faire quoi que ce soit. Elle peut prendre des minutes et des minutes à lire ses messages, envoyer des messages vocaux, entre autres. Elle nous explique pourquoi elle est tant accrochée à son smartphone. Parce que la plupart du temps, quand je me couche le soir, ça trouve que j'étais sur mon téléphone en train d'envoyer des messages. Donc je dors sans m'en rendre compte. Et la première chose qui me vient en tête le matin, c'est de consulter mes messages, voir si j'ai des messages, des appels manqués. Patty n'est pas la seule dans ces cas. Pour cet autre étudiant, le téléphone l'aide beaucoup, mais ne l'empêche pas de dialoguer avec les autres. J'utilise mon téléphone portable entre, je peux dire, 18h à 20h comme ça. Parce que je passe beaucoup plus de temps sur mon portable, car j'étudie à travers mon portable, mais aussi c'est aussi un passe-temps pour moi, car je joue à des jeux vidéo comme Call of Duty ou Fortnite. Je sais où utiliser mon téléphone et quand l'utiliser. On ne peut pas utiliser son portable n'importe où ou n'importe quand. En fait, quand on est avec nos amis, nous voulons discuter. Nous sommes là pour discuter, pour s'échanger. Donc, à travers cela, dans cette optique, on ne peut pas se permettre de manipuler son portable. Ces doctorants qui préparent justement une thèse sur l'utilisation des smartphones par les étudiants nous dévoilent les impacts positifs qu'a aussi les téléphones. Ces technologies, notamment les téléphones portables, ont facilité les communications, d'accord? Ça a facilité les échanges, y compris les échanges économiques avec les transferts monétaires, les échanges sociaux, les informations vont vite. On est informé sur un événement social qui vient de se produire. D'autres, par contre, ne nient pas l'importance de ces outils dans notre société, mais mettent en garde également contre la dégradation des liens sociaux. Le téléphone est un moyen quand même de créer de la distance entre les individus. Dans le temps, les gens se déplaçaient pour aller vers ce contact social. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Même dans les grains, par exemple, les jeunes sont là, chacun est concentré sur son smartphone au lieu de se concentrer sur le... Bien vrai que ces nouvelles technologies facilitent nos quotidiens. Mais force est de constater qu'une utilisation à d'autres fins peut impacter dangereusement sur notre image. Faisons donc attention,
à ne pas trop en amuser. À présent, l'actualité internationale. Aburma, au nord de Djibouti, est l'un des plus importants sites d'art rupestre de la Corne de l'Afrique, une région à l'immense patrimoine archéologique connue pour être le berceau de l'humanité. Ibrahim Dabale Loubak est né ici à Aburma, au nord de Djibouti. Ce désert rocailleux et aride abrite un trésor préhistorique de plus de 70 siècles, l'un des plus importants sites d'art rupestre de la Corne de l'Afrique. 900 panneaux se succèdent sur plus de 3 kilomètres. Je connais cet endroit depuis mon enfance. J'ai toujours vécu ici. Je connais chaque pierre, chaque recoin. Ce site est connu par les Afars depuis des millénaires. Ce peuple traditionnellement nomade vit dans cette région à la frontière de Djibouti, de l'Érythrée et de l'Éthiopie. Depuis son enfance, Ibrahim entend parler de ces gravures. On n'est pas les premiers à avoir découvert le lieu. Nos grands-pères l'ont raconté à nos pères, puis nos pères nous l'ont raconté. C'est une connaissance qui se transmet de père en fils, et aujourd'hui, nous connaissons tous ce lieu. Connu des nomades mais pas du grand public, en 2005, Ibrahim accompagne un archéologue français sur les lieux, le premier à faire une étude scientifique. Pour trouver les gravures, il faut faire 6 heures de route au départ de la capitale Djibouti et plus d'1 heure de marche. On est un peu écarté de la civilisation, tu vois. Donc on est dans le préhistoire, on vit les préhistoires. Donc ici, dans le massif de Makarassou à Aburma, on découvre le gravure de rupestre. Certains gravures de rupestre, ça date depuis 6000 ans avant notre ère, par exemple ça. Les dessins représentent des chasseurs, des girafes, des tortues ou encore des bœufs, des animaux qui n'existent plus à Djibouti aujourd'hui, où le climat s'est réchauffé il y a plusieurs milliers d'années. Non. Aujourd'hui, c'est la cimetière pour ça, on peut dire, parce qu'on n'en a plus. Donc, à l'époque, ils vivaient ici, ce genre d'animaux. Préserver ce site archéologique est primordial, mais les systèmes de protection sont quasi inexistants. Aujourd'hui, Aburma n'a ni barrière ni guichet d'entrée et le site est très peu visité par les touristes, trop difficile d'accès. Le seul gardien du lieu est Ibrahim, payé par le gouvernement djiboutien pour s'assurer que personne ne vole ses blocs. Des familles se réfugient dans une école de la province de Kunar, dans le nord-est de l'Afghanistan, après avoir fui les attaques des talibans. Ces familles, avec des dizaines de jeunes enfants, font partie des centaines de milliers de personnes déplacées qui tentent d'échapper à un conflit qui s'est intensifié depuis que les forces étrangères dirigées par les États-Unis ont entamé un retrait définitif. Les combats se poursuivent dans notre village depuis longtemps. Tout le monde a quitté sa maison. C'est la 10e nuit que nous venons dans cette école pour chercher un abri. Nos enfants sont malades. Nous sommes en plein soleil et personne ne nous a encore aidés. Les talibans sont venus et ont commencé à se battre dans notre village. Mes animaux ont disparu. Il y a eu des tirs. Une de mes filles de 7 ans est sortie pendant ces combats et a disparu. Je ne sais pas si elle est vivante ou morte. Environ 900 000 familles ont été déplacées des districts de Ghaziabad et de Nari jusqu'à présent. Plus de 5 000 d'entre elles ont trouvé refuge dans les différents districts de Kunar, y compris dans la capitale Azadabad. Environ 4 000 personnes se sont également rendues dans la province de Nangarhar. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce morning sur Djoliba TV News. Merci de rester fidèles à nos programmes. Bonne semaine à tous et à toutes. Djoliba Morning News.